Val-de-Loire en direct se poursuit, l'heure de votre JT présenté ce soir par Lucas Chopin. Bonsoir Lucas. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. Regardez, après une matinée ensoleillée, les nuages devraient s'installer durablement au cours de l'après-midi dans nos deux départements. Des températures stationnaires, la minimale sera de 1 degré et la maximale de 8 degrés. À la une, des audiences environnementales au tribunal. Coupe illicite d'arbres, transport commercial d'animaux sans autorisation ou encore exécution de travaux nuisibles à l'eau. Autant de chefs qui ont été débattu à Tours aujourd'hui. L'occasion également d'évoquer le pôle régional dédié au traitement des atteintes à l'environnement, désormais basé dans cette même ville. Nous aborderons également un véritable fléau, celui des frelons asiatiques. Dangereux pour les humains, pour les abeilles et pour la biodiversité en général. Il serait chaque année plusieurs millions à s'installer en France. Nous suivrons un professionnel de la désinsectisation. Et puis, nous parlerons vin. La boisson est-elle boudée par les jeunes? En effet, leur consommation diminue. Nous sommes allés à la rencontre des professionnels du secteur. Votre premier invité, Lucas, ce soir, Éric Pivert. Professeur à l'université de Tours, il reviendra avec nous sur l'appel lancé aux citoyens pour incarner le rôle de patient auprès d'étudiants. Et puis notre séquence, on vous répond avec la question du soir, entreprise, commerce en difficulté. Quelles solutions concrètes? On posera la question à Bastien Blaisin, directeur régional adjoint de l'URSSAF et directeur départemental du site de Tours, qui sera sur notre plateau à la fin de ce journal. Mais pour démarrer, direction le tribunal de Tours, à présent Lucas. Et oui, car des audiences environnementales s'y déroulaient aujourd'hui. Il y était question de coupe illicite d'arbres, de transport commercial d'animaux sans autorisation ou encore d'exécution de travaux nuisibles à l'eau. Et le tribunal de Tours n'a pas été saisi par hasard de ces affaires. En effet, il abrite depuis quelques années le pôle régional dédié au traitement des atteintes à l'environnement. Romain Delville y a consacré ce reportage. Destruction de zones humides, destruction d'habitats naturels, défrichement sans autorisation ou encore des privations de soins sur des bovins. Les infractions étudiées cet après-midi ont en commun de porter atteinte à l'environnement. Les audiences dédiées environnement ont lieu 3 à 4 fois par an depuis 2023 au sein du tribunal correctionnel de Tours. L'intérêt, ça va être de regrouper tous les dossiers environnementaux qui sont prêts à être jugés. Et cela permet en filigrane d'avoir un panel représentatif des infractions qui sont commises dans le domaine de l'environnement sur le territoire. Depuis 2021, le tribunal de Tours est pôle régional environnement, c'est-à-dire qu'il a compétence pour l'ensemble de la juridiction de la Cour d'appel d'Orléans, pour toutes les affaires plus techniques ou qui ont des dommages environnementaux importants. Une petite dizaine de personnes, des juges au siège, au parquet, des juges des libertés, des greffiers et des greffières ont été formés et sont référents environnement. L'objectif, c'est un souci de spécialisation de la justice environnementale. Le juge peut par exemple prononcer un stage citoyenneté environnement en tant que peine principale, assortie d'une amende, mais également il peut y avoir des peines d'emprisonnement en matière environnementale. Donc là, ça permet de voir un petit peu tout ce panel. Les prochaines audiences dédiées environnement auront lieu en janvier, en février et en juin. Pour celle du mois de février, sera étudié un trafic international de chardonneret élégant, cet oiseau protégé qui est revendu au marché noir au bas mot 150 €. Allez, place à notre question web du jour à présent. Chambord Live 2026, quel concert vous attire le plus? Et vous voyez ce podium, c'est d'abord Maroon 5 qui vous attire le plus, suivi de DJ Snake, suivi de près par Orelsan. Car en effet, AZ Prod a annoncé ce matin que Maroon 5 se produirait sur la scène du Chambord Live le samedi 27 juin prochain. Au fil des ans, l'événement n'a eu de cesse de prendre de l'ampleur, en passant d'abord de 1 à 3 jours, mais aussi en augmentant la jauge de chaque concert pour arriver à 30 000 personnes par soir. Vous l'aurez compris, donc, les enjeux pour ce producteur local sont importants. Écoutez. Et on est très content d'arriver enfin à démontrer que l'événement a du sens sur 3 soirs. Et puis de rappeler que Maroon 5 est la seule date en France, c'est une grosse exclusivité, donc on est très content et très fiers de ça. En fait, il n'y a pas de but en soi de faire 3 jours. Le but, c'est d'en faire un, ça c'est certain. Si on a les opportunités pour faire 3 jours, on le fera. Il faut que la proposition artistique corresponde à ce qu'on en souhaite faire, ce qu'on a envie de faire. Là, cette année, 3 soirs, mais c'est 3 soirs très différents, où on va attirer un public différent. C'est aussi ça l'ambition de Chambord Live, c'est s'adresser à différents publics et différentes générations. Après, la difficulté, c'est de trouver 3 artistes différents qui sont en capacité de remplir une jauge de 30 000 personnes, parce qu'on va accueillir 3 fois 30 000 personnes sur le site de Chambord.
Allez, parlons à présent, Lucas, de l'ennemi numéro 1 des apiculteurs. Présent chaque année par millions en France, il s'attaque aux abeilles. Il est dangereux pour les humains et menace même l'équilibre de la biodiversité de manière globale. Le frelon asiatique est un véritable fléau auquel il convient de s'attaquer car chaque nid non traité en entraîne d'autres. C'est le rôle des désinsectiseurs. Hélène Chaplet a justement suivi Jérôme. Il exerce en Loir-et-Cher. L'ennemi juré de Jérôme Daubignard mesure à peine 3 cm, mais il est pourtant très coriace. Depuis 2021, cet entrepreneur loir-et-chérien est en guerre contre le frelon asiatique. C'est d'ailleurs l'une de ses activités principales. Ce jour-là, il doit intervenir sur un nid installé à plus de 20 mètres de hauteur dans un pin chez un particulier. La méthode retenue, le pistolet à billes insecticide. Il suffit de viser le nid et d'attendre quelques minutes pour voir le résultat. Autant les guêpes, on les voit quand on. Ah bah oui, oui. Et les frelons, on les voit pas. Non, ils sont très discrets autour de leur nid, ils se font pas remarquer. Les milliers de frelons qui vivaient dans ce nid ne passeront pas l'hiver, ils ne fonderont pas de nouvelles colonies au beau jour et ils n'iront pas tuer les abeilles alentours. Mission accomplie pour Jérôme. Il était temps car bientôt les nids seront vides. Généralement, à partir de début décembre, mi-décembre, l'intervention n'est plus utile pour détruire les nids. Les frelons ont majoritairement quitté les nids. C'est la météo qui les fait agir ou pas. La deuxième intervention de la journée nécessite plus de précautions. Un nid a été repéré dans un roncier à hauteur d'homme. Pour éviter de se faire piquer, Jérôme enfile la combinaison intégrale. Cette fois-ci, il va injecter de l'insecticide en poudre au cœur du nid par le biais d'une lance. Le résultat est là encore quasi immédiat. Les frelons qui étaient dedans là, sont en train de mourir. C'est une action choc. Les frelons qui sont actuellement à l'extérieur vont mourir quand ils vont revenir dans le nid. C'est un voisin qui nous a interpellés parce qu'il voyait des frelons et pas mal d'activités dans l'angle de la rue là. Et il en a vu pas mal et c'est vrai que ça nous aussi en regardant on en a vu et puis on s'est dit il doit y avoir quelque chose. Donc je ne suis pas allé voir trop près parce que j'ai pas envie de me blesser. En plus c'est pas un endroit hyper accessible. De mai à fin novembre, Jérôme réalise chaque année près de 200 interventions de ce type juste en Loir-et-Cher. La plupart sont désormais remboursées ou partiellement prises en charge par les communes ou les communautés de communes. Avant de faire appel à un professionnel, pensez à vous renseigner auprès de votre mairie. Allez, place à présent notre premier invité de ce journal ce soir, Éric Pivert. Professeur à la faculté de médecine de Tours, il revient avec nous sur l'appel lancé aux citoyens pour incarner le rôle de patient. Ça se déroulerait au cours d'examens pour les étudiants. On va y revenir dans un instant. Bonsoir Éric Pivert. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Rassurez-nous, pas besoin d'être malade pour participer. Non, pas du tout. Non, au contraire. Au contraire, justement, en quoi ça consiste cette fonction de volontaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, dans le cadre de la formation des médecins, on essaye et on les évalue en situation. Et donc, là, c'est faire appel à des volontaires pour lesquels on va leur apprendre un scénario et évaluer les futurs médecins en situation dans un échange avec un patient joué, simulé par un volontaire. Quel genre de situations peuvent être simulées? Ça peut être tout simplement un échange de questions vis-à-vis pour un diagnostic, une situation, expliquer un diagnostic, une prise en charge, donc un échange verbal et évaluer le positionnement du futur médecin. Il y a une sorte de formation avant quand même pour accompagner les postulants? Oui, tout à fait. Alors ça se fait, on fait appel aux volontaires, on les évalue, on leur présente la situation, on les forme à cette situation. Donc il y a en gros 3 rendez-vous pour qu'enfin ils puissent être mis en situation dans le cadre de ces examens. Une situation, on leur explique le scénario, on les met en condition, ils apprennent le scénario, ils jouent, et ensuite ils sont recrutés pour le scénario et l'examen auquel ils participent. Alors donc ça fait 3 temps. Donc il faut qu'ils aient un peu de liberté dans leur vie, en tout cas, et qu'ils soient libres de participer à ces 3 temps. Et puis le jour de l'examen, c'est une demi-journée, voire une journée pour lesquelles ils sont mobilisés. Alors quel est l'intérêt pour les étudiants d'avoir des vrais patients? C'est de les mettre dans un cadre un peu hors de la vraie vie
et de pouvoir, nous, de les évaluer dans un cadre précis avec des objectifs d'interaction, de positionnement et de réflexivité, enfin, si on peut. Et donc, de les préparer demain à être des médecins et de pouvoir interagir avec un malade de la meilleure manière, en tout cas. C'est nouveau, ce genre de procédé, ou est-ce que ça fait quand même un temps que ça dure? Alors, ça fait 3 ans, ça sera la 3e session. Ah, c'est récent quand même. Oui, il y a eu une réforme du 3e cycle et on a implémenté ces situations pour la formation des futurs médecins. Alors, on l'a dit, c'est sur la base du volontariat, ça n'est pas rémunéré. Pour autant, est-ce qu'on peut se nourrir de cette expérience? C'est intéressant à faire? Je pense que les patients standardisés qui ont participé ont trouvé ça très enrichissant. On fait un retour, on fait un débrief, on discute après eux un retour d'expérience. On a même des patients standardisés qui sont un peu ambassadeurs, pour lesquels on essaye de communiquer avec eux. Et donc, on a à peu près une quarantaine de patients qui eux-mêmes re-signent pour la session suivante. Donc, c'est plutôt positif. Il y a cette idée de participer à la formation de futurs praticiens, évidemment, et donc de rendre service en quelque sorte. Quels profils sont recherchés et quels sont vos besoins? Alors, les profils, ils peuvent être de diverses natures. Donc, ça peut être du personnel administratif, du personnel de l'université, des retraités. Donc, des gens qui ont du temps, qui ont un peu de temps, parce qu'il y a quand même 3 rendez-vous, comme je vous l'ai indiqué. Et ensuite, actuellement, on a besoin de 80 à peu près patients standardisés, enfin, de volontaires en tout cas pour participer à ces sessions. Et là, on est à peu près à la moitié du recrutement, donc il nous en manque entre 40 et 45. Donc, en quelques mots, on a jusqu'à quand pour postuler? Là, vous pouvez postuler fin d'année, même début d'année prochaine. Il n'y a pas de deadline, en tout cas, pour postuler. Non, ce sera... On a encore du temps. On a encore du temps, mais on a des besoins. Et pour postuler, vous le voyez au bas de votre écran, ce numéro de téléphone et ce mail. N'hésitez pas. Merci, professeur Pivert, d'être venu nous voir. Merci à vous de m'avoir invité, de me permis de faire cet appel. Merci infiniment. Nous en parlions la semaine dernière. Les Restos du Cœur de Tours lançaient un appel aux dons. Les bouchers des Halles avaient arrêté d'offrir leur viande à l'association pour le pot-au-feu géant annuel. La raison des différends avec la mairie, qui est un soutien de l'événement. Mais selon nos confrères d'ici Touraine, un restaurateur tourangeau a décidé d'offrir les 600 kilos de viande recherchée. Le bon samaritain s'appelle Julien Poirier. Il a donc offert au Resto du Cœur de Tours l'équivalent de 8 300 € de marchandises. On va prendre la direction des rues de Tours à présent, Lucas. Aurélien, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. À cette occasion, plus d'une vingtaine d'organisations participent à un rassemblement, parmi elles le réseau féministe, le planning familial ou encore l'organisation de solidarité trans. Le cortège s'était lancé depuis le parvis du CCCOD, c'était à 18h. Et on retrouve Arnaud Potier. Arnaud, vous êtes sur place. Et oui, ce cortège qui regroupait plusieurs centaines de personnes, une majorité avec des pancartes où sont inscrits le nom et l'âge des femmes victimes de féminicide. Le cortège a défilé évidemment dans le calme en entonnant des chants dénonçant le patriarcat. Avec moi pour en parler, Mathilde, co-organisatrice de cette manifestation. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Première petite question, pourquoi vous êtes là ce soir à titre personnel ? Déjà parce que je suis une femme, donc de principe, ça m'est inadmissible de savoir que je vais avoir des droits en moins juste parce que je suis une femme ou que je vais subir des violences juste parce que je suis une femme. Se regrouper ce soir, c'est aussi se mobiliser, lutter contre toutes ces violences ? C'est déjà ne pas cesser de les dénoncer, les montrer, et puis nous se réunir entre nous, rendre fémage à toutes ces femmes qui meurent chaque année sous le coup des hommes. Justement, hier, Aurore Berger a présenté un projet de loi. À l'intérieur, on retrouve 53 mesures. Parmi elles, certaines qui veulent réduire les démarches judiciaires. Est-ce que ça pourrait être la clé pour certaines femmes ? C'est pas tant de réduire les démarches judiciaires, oui peut-être, mais déjà la grande cause du quinquennat de Macron, les luttes contre les violences faites aux femmes, on attend toujours. Donc moi, j'attends rien de ce gouvernement. Justement, cette année, il y a déjà 152 féminicides, c'est bien plus que l'année dernière, 118. Comment on peut expliquer cette augmentation ? On parlait notamment peut-être d'une victoire aussi du côté des féministes. En fait, ce qui peut expliquer l'explosion des violences faites aux femmes, qui ne va pas cesser, c'est de toute façon
la je ne sais pas comment dire, l'extrême droite décomplexée, voilà, qui est à l'œuvre à l'heure actuelle, avec une droite aussi très dure et très non progressiste pour l'émancipation des femmes. Et donc ça, de toute façon, ça décuple les violences. Quand les discours sont décuplés, quand on dit que c'est pas grave, quand on dit Gérard Depardieu, il pourra retourner, franchement, ça décomplexe tout. Et nous, on prend tout. On voit aussi sur les réseaux sociaux de nouvelles tendances, ce qu'on appelle la tradwife et aussi les masculinistes. Est-ce que ces différents mouvements augmentent, j'ai envie de dire, les violences commises sur les femmes ? Ils les augmentent et c'est surtout qu'ils sont en réaction à ce que nous avons gagné. C'est-à-dire que plus on gagne de droits, plus on accède à l'égalité qui sera... l'égalité, ce sera l'émancipation finale, on va dire, des femmes. Et tant qu'on n'aura pas cette égalité, tant qu'on gagnera des marches, les hommes, eux, derrière, perdront des droits, perdront dans leur espace public, perdront dans leur espace professionnel. Et à juste titre, vu qu'ils l'occupent. Donc du coup, plus on va gagner des droits, ce qu'on a fait ces dernières décennies, ce dernier siècle, et bien forcément maintenant, on a la réaction. Et on était aussi dans un système de progression sociale globale, anticapitaliste. Et là, comme tout régresse, et du coup les droits des femmes régressent et les droits des personnes LGBT et derrière aussi les droits des personnes racisées. Merci beaucoup Mathilde d'avoir été avec nous. La manifestation derrière est en train de se conclure, Lucas. D'autres animations sont prévues ce soir, notamment à la Bibliothèque centrale de Tours, 30 ans après la création de l'Observatoire d'égalité entre les femmes et les hommes. Le chemin reste long. Merci Arnaud Potier avec les moyens techniques de Teddy Lemaire. À présent, dans ce journal, on va parler du vin, Lucas. Les jeunes consomment-ils encore du vin? La question se pose alors que la consommation diminue en France. Alors quel est le constat des viticulteurs? Faustine Luneau les a rencontrés au Festival des vins de Touraine. Au stand de retrait des commandes, il y a les stocks de la trentaine de domaines viticoles présents, mais peu de jeunes parmi ceux qui viennent chercher leurs bouteilles. On en a quelques-uns en dessous de 30 ans, mais la majorité n'est clairement pas représentée par cette tranche-là. Alors les jeunes boudent-ils le vin, même en Val-de-Loire? Selon une étude, les moins de 35 ans consommeraient aujourd'hui 3 fois moins de vin que les plus de 65 ans. Près d'un quart des moins de 25 ans déclareraient même ne jamais consommer d'alcool. Au Festival des vins de Touraine, il n'est pourtant pas rare de croiser de jeunes visages au stand des viticulteurs. Alors qu'en pensent-ils ? Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes aujourd'hui consomment plus, moins ou autant que les générations précédentes? Je pense un petit peu moins qu'avant, peut-être au niveau du coût des vins. Mais je pense qu'on a tendance à aller plus vers des bonnes bouteilles, les savourer entre amis et peut-être en consommer un petit peu moins, effectivement. Quand on est jeune, c'est tout ce qui va être bière, cocktail, classique, quoi. Mais avec l'âge, au plus on grandit, au plus on tourne vers ces choses-là, on va dire. On va dire que c'est plus orienté sur l'alcool fort, de notre génération en tout cas. C'est sûr, moi je trouve qu'au début j'étais plutôt adepte des alcools forts, des trucs un peu classiques qu'on connaît un peu tous. Et de plus en plus, on essaye de sortir et de changer un petit peu nos sorties. Ça nous arrive plus de faire des repas entre nous et de choisir des vins en fonction de ce qu'on mange. Consommer moins souvent, mais mieux, c'est la tendance qui se confirmerait en France et timidement aussi chez les jeunes. Le constat reste toutefois une baisse globale de la consommation en France de 7% par rapport à 2023. Et la première victime, c'est le vin rouge. Quand on est jeune, je pense qu'on préfère le vin blanc. Et le vin blanc facile à boire. À l'apéro, il n'y a pas de prise de tête, donc le Sauvignon, c'est parfait pour ça. Le marché de la vente à la cave est en train de grandir de plus en plus. Les gens ont envie de revenir, on va dire, au côté producteur, aiment bien savoir là où ils achètent et là où c'est produit. Mais les jeunes n'ont pas encore cette démarche-là pour l'instant. Les consommations ont déjà changé depuis les années 60, énormément. C'est moins de rouge, un petit peu plus de blanc. Ça se partage, nous, dans la Hauts-Touraine. Mais je pense qu'il y aura toujours une consommation de vin qui se fera sur les tables. Et peut-être elle sera différente, il faudra s'adapter, il faudra anticiper. S'adapter pour essayer de séduire un public qui se tourne de plus en plus vers d'autres boissons comme la bière. En tout cas, pour les viticulteurs de Touraine, c'est plutôt la hausse des taxes et des normes que la baisse de la consommation des Français qui inquiète pour l'avenir.
Pour finir ce journal, place à notre rubrique On vous répond avec notre invité ce soir, Bastien Blaisin, directeur régional adjoint de l'URSSAF et directeur départemental du site de Tours, pour répondre à cette question. Entreprise, commerce en difficulté, quelles solutions concrètes? Bonsoir Bastien Blaisin, bienvenue sur notre plateau. Déjà, quelles sont les situations concrètes qui amènent justement les entreprises ou les commerces à se retrouver en difficulté aujourd'hui? Alors, il va y avoir des difficultés qui sont variées et qui sont parfois malheureusement cumulatives. On peut rencontrer des difficultés d'ordre professionnel. Je pense notamment à une baisse de l'activité, une perte de clientèle, des retards de paiement, bref, tout ce qui concourt à fragiliser la trésorerie d'une entreprise. Et parallèlement à cela, il y a des difficultés aussi d'ordre personnel qui peuvent arriver. Un changement de situation familiale, être confronté à des problématiques de santé, tout ça entraîne des difficultés pour les entrepreneurs. L'objectif pour nous au niveau de l'URSSAF, c'est de mettre en place des dispositifs dédiés pour les accompagner dans ces périodes. Justement, le premier conseil qu'on peut donner ce soir à ceux qui seront en difficulté ce soir, c'est de contacter l'URSSAF puisque vous avez un vrai rôle de prévention. Tout à fait. On a un rôle de prévention, ce qui nous permet aussi de faire des offres de services avant que les difficultés ne voient le jour. Et effectivement, le premier conseil que l'on pourrait donner, c'est ne restez pas seul, contactez-nous et surtout n'attendez pas. Plus la situation dure dans le temps, moins on a de marge de manœuvre aussi pour proposer des accompagnements. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec des partenaires sur les territoires pour être les plus réactifs possibles et apporter des accompagnements complémentaires. Alors, quand les difficultés sont installées, il y a des aides concrètes qui existent et qui peuvent être mises en place par votre intermédiaire ? Effectivement, on a différents dispositifs qui peuvent être mis en place. J'ai notamment en tête la mise en place, l'octroi de délais de paiement sur les cotisations pour les entreprises, aussi les remises de majoration de retard. Alors ces délais de paiement, ça permet d'avoir un échéancier qui est personnalisé, qui est adapté sur les montants et sur la durée pour accompagner les entreprises. On a à peu près 10 000 délais de paiement qui sont en cours à ce jour au niveau de la région. Parallèlement à cela, et typiquement pour les travailleurs indépendants, des aides d'action sociale sont aussi disponibles au travers de l'action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, le CPSTI, et qui permet, sous critères d'éligibilité et sous couvert d'une étude par une commission, de se voir octroyer des aides financières ponctuelles qui ne sont ni remboursables, ni fiscalisables, ni soumises à cotisation sociale. Et puis, dernier dispositif, toujours pour les travailleurs indépendants, c'est le dispositif HELP, qui est un questionnaire en ligne au travers d'une dizaine de questions. Ça prend 5-6 minutes. Le travailleur indépendant peut faire part de ses difficultés, de sa situation. L'avantage, c'est que sa situation est prise en charge de manière coordonnée entre les différents organismes de sécurité sociale, la CAF, l'URSSAF, la CARSAT ou la Caisse primaire d'assurance maladie. Pour en bénéficier de ces aides, on se rapproche directement de l'URSSAF. Là aussi, il y a une notion de confidentialité qui est importante de rappeler et de bienveillance. Tout à fait. Il y a une notion de confidentialité sur chacune des aides, de bienveillance bien évidemment. Puis il y a aussi une notion de gratuité. Ça mérite d'être aussi posé sur le sujet. Le premier réflexe, c'est de nous contacter au travers soit du site www.ursaf.fr pour avoir des informations sur les sujets, ou prendre aussi un rendez-vous et avoir un contact avec un de nos conseillers. Ou alors, pour les travailleurs indépendants et les aides sociales dont je vous parlais, c'est de se rendre sur www.secu-indépendant.fr pour bénéficier des aides. Et c'est écrit en bas de votre écran. Merci beaucoup Bastien Blaisin d'être venu sur notre plateau ce soir pour évoquer ce sujet. Merci Lucas pour ce JT. Merci à vous Aurélien. Dans un instant, la suite de vos programmes. Et puis nous, on se donne rendez-vous demain, 17h50, pour un nouveau numéro de Val de Loire en direct. On sera là. À demain. Bonne soirée.